Bonsoir à tous et bienvenue dans Foot Côté Jardin, votre émission sportive consacrée au football. Chaque semaine, à travers 3 rubriques, nous allons discuter, nous allons analyser les victoires, les défaites et les performances de quelques équipes jouant dans la zone nord. Ensuite, vous aurez droit à la réaction des supporters à travers les cartons colorés. Et enfin, les immanquables du stade. Quand je dis immanquables, c'est quelques matchs ou quelques images qui ont captivé l'attention lors des matchs du week-end. Alors, asseyez-vous confortablement, le débriefing c'est dans quelques instants. Alors, chers amis de Esaü Télévision, nous sommes dans des briefings de foot côté jardin et je partage le plateau ce soir avec vous, Ali Toundé. Bonsoir. Bonsoir Adine, bonsoir à tous. Un plaisir d'être dans ce jardin avec vous. Je rappelle que Ali Toundé est journaliste sportif et également Adamou Alassane. Bonsoir. Bonsoir Dine, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Ravi d'être là cet après-midi pour parler foot avec vous. Ali Toundé, merci d'avoir répondu à notre invitation et Alassane Adamou également, merci d'avoir répondu de partager ce plateau avec moi. Merci une fois encore. Ce soir, chers internautes, on parle de la 18e journée de la Ligue Pro ou de la Celtics Ligue Pro comme on le dit communément du Bénin et de la zone nord. Alors pour ces matchs du week-end passé, Ali Toundé, qu'est-ce que vous avez retenu? Beaucoup de choses. D'abord, commencer par le grand derby du Septentrion où nous avons pris du plaisir, notamment sur ce match entre les Buffles du Borgou et les Panthères de Djougou. On sait que c'est un grand classique qui avait commencé notamment à perdre de sa superbe en raison notamment de la méforme et la mauvaise dynamique des deux équipes. Mais lors de la première partie de saison, nous avons vu quand même une équipe des Panthères beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus joueuse, contrairement à l'équipe des Buffles du Borgou. Surtout que le meilleur buteur était dans leur équipe, Moussa Maé Yarou, avec 11 réalisations après seulement une première partie de saison, quelque chose qui est historique déjà. Pour parler en termes de chiffres sur le championnat béninois, sur les 5 dernières saisons, on n'avait pas eu un tel rendement de la part d'un joueur en termes de performance individuelle. Donc, et de l'autre côté, vous avez également une équipe de Buffles du Borgou qui a profité de la trêve pour se refaire une certaine santé, notamment sur le plan du staff technique et également en termes de recrutement. Donc, on était tous un peu curieux d'aller voir à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent d'abord les Panthères, à quoi ressemble ce Moussa Maé Yarou qui, il y a 2-3 saisons, était presque dans le néant et qui aujourd'hui se retrouve au sommet du championnat béninois et après, forcément voir à quoi ressemblent les Buffles du Borgou, version Hubert Onfort. Et franchement, on n'a pas été déçus, bien au contraire, on a pris du plaisir à voir notamment ces Buffles du Borgou réagir, surtout être patient parce que pendant plus de 45 minutes, ils ont notamment été privés du ballon par les Panthères, mais ils ont su quand même rester patients pour profiter notamment des faits de jeu, d'abord ce penalty et ensuite cette erreur au niveau de la défense des Panthères pour mettre ce deuxième but. En gros, un derby très intéressant avec beaucoup de leçons, notamment du côté des Buffles du Borgou, qui peuvent surfer sur cette belle victoire pour enfin lancer leur saison. 11 matchs nuls pour cette équipe des Buffles du Borgou. Alors Alassane Adamou, dites-moi, vous qui êtes souvent présent sur ce terrain de parcours, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de ce derby? Gros match. On a vu un match intéressant où les deux équipes étaient vraiment engagées sur le terrain parce que l'enjeu était de taille, surtout pour les Buffles du Borgou. Parce que, Aliou l'a rappelé tout à l'heure, il y avait un nouvel entraîneur sur le banc de touche qui n'est plus à présenter, qui pour moi fait partie des meilleurs techniciens sur le plan local. Je veux parler de Hubert Onfort, qui était là. Il y avait cette forte pression personnelle d'abord pour lui, qu'il fallait parvenir à surmonter, c'est-à-dire au moins gagner ce premier match-là pour rassurer tout le monde, rassurer l'effectif. Il a d'ailleurs dit à juste titre à la fin du match qu'il a un bon effectif. C'est vrai, c'est une mission commando qu'il est venu faire. Ce n'est pas facile quand vous prenez une équipe en cours de saison. Ce n'est pas vous qui l'avez constitué, qu'on le veuille ou pas. Le recrutement a été fait, le plus gros lot du recrutement a été fait avant son arrivée, c'est-à-dire au mercato de l'été. Maintenant, il vient, il prend l'équipe et c'est comme une mission qu'il faut faire. Il faut relever le défi. Vous imaginez, les Buffles du Borgou n'est pas se qualifier pour la Ligue 1. Ce sera une catastrophe à Parakou, ce sera vraiment un fiasco. Quand on sait surtout que l'équipe a maintenant une société qui est partenaire, je veux parler de Sirat qui est là. L'année dernière, on l'avait décrié parce que les Buffles du Borgou étaient en manque de moyens. Il n'y avait pas de moyens pour recruter vraiment des joueurs de talent. Mais cette année, les Buffles font partie dans ce championnat-là des équipes qui ont vraiment un effectif bien étoffé, de qualité et en quantité aussi. Donc,
il n'y a pas d'erreur à commettre. Il faut que les Buffles du Borgo fassent partie, je veux dire, des 9 premiers pour se qualifier. Et ça, le public sera vraiment exigeant là-dessus. Et à juste titre, parce qu'ils ont vraiment les moyens qu'il faut. Quand vous avez des joueurs expérimentés comme Nabil Yaro, qui a d'ailleurs marqué dans ce derby, vous le rappelez tout à l'heure, vous avez des joueurs de qualité. Je pense que vous avez, on dit souvent, une mission, des hommes et des moyens. Ils ont ce qu'il faut et maintenant, il faut vraiment aller le gagner. Les Panthères en face, comme au match aller, le match d'ouverture, d'ailleurs, moi j'y étais à Djougou. On a vu une très bonne équipe de Panthères, même si c'était pas... Le score s'est soldé au match aller à Djougou par un score de 0 but partout. Les Panthères m'ont séduit personnellement. Aussi bien dans ce match retour, on a vu une équipe qui circule le ballon de façon fluide sur le terrain, qui est franchement une équipe belle à voir jouer. En face, l'équipe des Buffles du Borgo, ce qui la caractérise, c'est une équipe solide d'abord défensivement. C'est ça qui fait une équipe en fait. Les Buffles du Borgo, c'est la meilleure défense. La meilleure défense de la phase aller, toute zone confondue. Et elle a encore, dans ce derby, prouvé que voilà, elle reste encore cette équipe-là qui a d'abord une base solide et qui, devant, a des joueurs qui vont très vite. Le milieu de terrain, là encore, c'est peut-être là qu'il faut essayer. Hubert Info l'a dit dans son interview d'après-match. C'est au niveau du milieu de terrain qu'il va falloir vraiment continuer par travailler véritablement pour que l'équipe d'Avis Borgo puisse... parce que Hubert Info, il faut dire, c'est un entraîneur qui aime le jeu. C'est un entraîneur qui n'aime pas, c'est vrai. Le résultat, oui, mais d'abord, il faut que, à travers le jeu, que les supporters qui paient le ticket pour venir au stade puissent se réjouir de savoir que voilà, on a une équipe joueuse qui circule le ballon, qui donne du plaisir véritablement à cette équipe. Mais pour ce que cette équipe-là a prouvé lors du derby face aux Panthères, moi je pense que c'est déjà rassurant de gagner le match. Maintenant il faut continuer. Le prochain déplacement ce sera à Boycon. Ce n'est pas un déplacement facile face à une équipe de Tonnerre qui a besoin d'un résultat. D'accord, cette équipe de Buffles du Borgo a gagné le match. Est-ce que, Aliou Toundé, ce match n'est pas une sorte d'illusion puisque c'est d'abord un penalty et un but de Kafouya. Bon, je ne vais pas dire Kafouya, c'est un griffe. C'est un but qui est venu comme ça. Voilà, il y a eu un mauvais déplacement de la défense adverse et voilà, et le but est venu. Une illusion, je ne pense pas, parce qu'il faut dire que lors de la phase aller, les Buffles du Borgo ont eu tellement d'occasions, ont tellement joué, ont tellement eu ces faits de jeu sans jamais parvenir à concrétiser la moindre occasion. Donc là, on commence une seconde phase du championnat et les petites occasions comme celle-là finissent quand même au fond, c'est un bon signe. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau du mental, parce que la phase aller, il faut le dire, il y a que sur l'aspect mental, ça souffrait beaucoup du côté des Buffles du Borgo, notamment sur le plan offensif. Panthère de Djougou vient de la trêve. Panthère de Djougou vient de la trêve. Est-ce que ce n'est pas une fatigue où les joueurs ont toujours la tête en congé, voilà, à la trêve, puisque on a vu le match a été tué dès les premières minutes du jeu. Oui, vous remarquez que souvent, quand une équipe est sur une dynamique positive, quand il y a une trêve, généralement ça casse cette dynamique-là. La plupart des équipes, je vais donner un exemple, l'exemple le plus palpable, c'est Damissa. Damissa était sur une très bonne dynamique et qui allait perdre sur le terrain de l'équipe qui était classée dernière. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une dynamique, ce qui est bon, c'est que cette dynamique-là puisse continuer. Mais malheureusement, la trêve est venue tout casser. Il faut maintenant reprendre une nouvelle dynamique. Et c'est le cas de cette équipe des Panthères de Djougou qui a fini très bien la phase aller en terminant dans le top 9, dans le top 5 même de cette phase aller. Et maintenant, il fallait enchaîner. Mais pour ce premier match, l'équipe faisait face à beaucoup d'absents, notamment le capitaine, qui est un joueur très précieux, Abdoulaye Passy, ancien des Buffles du Borgo, qui est un joueur franchement très précieux au milieu de terrain, qui a manqué à l'équipe. En dehors de lui, il y a des recrues, il n'y a que les recrues qui sont venus, mais qui n'ont pas encore... Les formalités ne sont pas encore terminées, les formalités administratives ne sont pas encore terminées pour que ces joueurs-là puissent commencer véritablement par jouer. Donc tout ça, dès que ces joueurs-là vont intégrer l'effectif, moi je pense que c'est une équipe des Panthères de Djougou sur laquelle on peut miser pour quand même jouer les premiers rôles dans ce championnat. Alors, à présent, parlons des équipes du bas tableau, telles que Dynamo de Paraco, Abeille FC, voilà, Real Sport, voilà, Real Sport de Saverne, cette équipe qui a battu Damissa 3-0. Alors, dites-moi, Aliou, qu'est-ce que vous pensez de cette performance de ces équipes-là du bas tableau? Oui, quand vous faites battre comme ça par une équipe classée dans la zone rouge comme ça prouve tout simplement de ce que, écoutez, rien n'est gagné dans ce championnat. Nous sommes en train de discuter une saison de transition où les ambitions sont vraiment grandes. On a 36 clubs, chaque équipe a envie de se retrouver dans la zone verte
ou à minima dans la zone jaune. Donc l'équipe de Real Sport de Save a passé donc la première partie du championnat vraiment difficile avec l'entraîneur. Il y a eu beaucoup de mouvements sur le banc de touche. Au niveau des joueurs également, il y a eu tellement de difficultés. Sans oublier également la sanction. Oui, sans oublier forcément effectivement l'ascension, même si ce n'était que pour 2 matchs, il y a eu des équipes qui, malgré l'ascension, parvenaient quand même à tenir comme ça. Mais là, franchement, il faut saluer le travail d'abord qui a été fait pendant la trêve, parce que c'est souvent ça. Ça veut dire que l'équipe est consciente de ce que, attention, la première partie du championnat n'a pas été reluisante, n'a pas comblé les attentes, donc il fallait réagir et ils l'ont su bien faire. Le joueur qui plante le triplé entre griffes, c'est une nouvelle recrue et qui tout de suite répond comme ça veut dire tout simplement qu'on a su faire les bons choix pendant le mercato, pendant la trêve. Maintenant, le gros défi, c'est comment maintenir le cap quand on s'appelle Real Sport de Save, qu'on sait qu'on n'a pas forcément cette mentalité souvent d'enchaîner les bons résultats et que vous parvenez comme ça à commencer la trêve en infligeant 3-0 à l'une des meilleures formations de la zone. Attention, désormais, comment est-ce qu'on enchaîne? Comment on parvient à maintenir cette belle dynamique tant dans la tête qu'au niveau des pieds aussi pour le groupe? Je pense que ça va être ça le plus gros défi, non seulement pour le staff, mais également pour les dirigeants de Real Sport. Et je pense que quand ils vont voir notamment le comportement des autres, avant-dernier entre griffes, des autres mauvais élèves de la classe, ils vont se dire attention, ça veut dire que c'est possible. Pour l'instant, malgré la victoire belle et nette de 3-0, ils restent toujours derniers de la classe. Donc il faut rebondir. Bon, ils sont plus derniers. Ils ont cédé effectivement, qui est là, mais à égalité de points. Ouais. Alassane Adamou, lors du mercato, Real Sport de Save a fait 7 recrutements et a libéré 6 joueurs. Ouais. Oui, c'est une équipe qui s'est remodelée complètement, qui a renouvelé son effectif parce que qui a fait certainement le bilan, le diagnostic de ce qui n'a pas marché lors de la phase aller pour vite rebondir parce qu'on sait que ils ont changé la colonne vertébrale de l'équipe. Ils ont 17 matchs pour cette phase aller là pour vite se réveiller parce que là maintenant nous sommes sur c'est le sprint final, il n'y a plus d'erreurs à commettre, il faut gagner les matchs. Ils ont un retard à remonter, c'est vrai ils ont commencé par le faire, vous l'avez dit. Ils ont gagné le premier match qui leur a permis même de quitter la dernière place pour l'avant-dernière place. Ça, c'est un signal fort. Ça donne du moral à tout le monde. Joueurs, dirigeants, staff, technique, tout le monde va se remobiliser. C'est une victoire, franchement, qui vient à juste titre, qui annonce vraiment les couleurs d'une phase retour vraiment très forte pour cette équipe de Real Sport de Save. C'est une équipe qui est souvent réputée. C'est vrai qu'il y a une académie, hein, on l'oublie peut-être. Quand elle était à Parakou, c'est une équipe qui s'appuie sur son académie. C'est d'ailleurs ça qui faisait de cette équipe de Real Sport de Parakou l'équipe la plus joueuse. Peut-être l'une des équipes les plus joueuses, pour ne pas exagérer, l'une des équipes les plus joueuses, quand vous la voyez jouer, vous êtes vraiment sidéré. Quand vous êtes un amoureux du beau jeu comme moi, vous les voyez jouer, ils sont agréables à voir jouer, c'est vrai. C'était beau surtout parce qu'il y avait une certaine constance au niveau du staff technique, ça ne changeait pas les choses. Absolument. Et on avait gardé notamment Patrick Agbeinou, voilà, qui était sur place et qui a vraiment travaillé sur le long terme. Et sur le terrain, ça se sentait. Mais depuis son départ, voilà, c'est un nouveau visage. Il y a eu beaucoup de mutations, mais depuis un moment, j'ai l'impression que l'équipe est en train de perdre un peu son ADN. On s'appuie beaucoup plus sur les recrutements des joueurs étrangers, ghanéens, du Togolais qui viennent d'un peu partout pour renforcer l'équipe. Pour l'instant, c'est une équipe qui est en train de perdre son histoire, sa culture, je veux dire. Mais à sa tête, il y a un bon technicien, qui moi est un ami personnel à moi, Gérard Kwasi Yao, un entraîneur camerounais d'ailleurs, qui est là, qui connaît le championnat béninois pour avoir entraîné Dynamique et même Dynamo de Parakou ici. Donc il connaît très bien le championnat béninois, il connaît très bien même la zone A. Donc ça peut également beaucoup aider cette équipe de Real Sport de Parakou. Attention, moi je pense que rien n'est joué. Tout va se jouer jusqu'à la 34e et dernière journée. Mais ils sont avant-derniers, ça ne change rien. Pour le moment, ça ne change rien. Alors on a assez parlé des équipes du bas tableau. Cavalier, le premier de la poule A également perdu contre Bani Gansé. Oui, les matchs Cavalier et Bani Gansé, ça a toujours été très disputé, très intense. La première victoire entre ces deux équipes, il a fallu attendre lors du match aller. Parce que même la saison dernière, il n'y avait pas eu de victoire entre les deux formations. Mais là, lors du match aller, Cavalier était allé battre donc l'équipe de Bani Gansé à Banikwara. Et on finit quand même la phase aller en tête du championnat, ce qui est déjà une performance historique pour le club de la cité impériale. Mais
On commence cette fois-ci la phase retour avec cette défaite à domicile. Pourtant, on avait bien commencé le match en ouvrant le score sur penalty avec voilà, très rapidement. Malheureusement, on s'est fait rattraper en moins de 10 minutes et ça paye cash. Je pense que ça aussi c'est un message assez clair pour l'équipe des Cavaliers. Si on veut rêver, si on veut écrire l'histoire, si on veut marquer les esprits cette saison, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Attention, on n'est pas champion du Bénin en terminant leader de sa zone seulement lors de la phase aller. Il faut surtout bien négocier les matchs de la phase retour. Et je pense que cette défaite face à l'équipe de Banigansé va tout simplement remobiliser, va permettre de remobiliser la troupe parce que là, on perd surtout à domicile qui est un terrain vraiment difficile où ils ont pratiquement passé toute la phase aller sans la moindre défaite. Donc ça, c'est déjà le premier faux pas et je pense que le technicien nigérien de cette équipe va notamment voilà, tirer les grands enseignements de cette défaite pour pouvoir tout simplement permettre à son équipe de rebondir assez rapidement. Je reste toujours sur le match. Cavalier et Banigansé, Faizou Pakpara a marqué un but avant de se faire remonter, avant le remontada, si je peux le dire comme ainsi. Adamou, dites-moi, quel est selon vous le problème des attaquants de cette zone nord? Parce que la plupart des attaquants pêchent devant les buts. Il y a eu d'enchaînement d'occasions avec Chabi Didier du côté de Cavalier, mais au finish, rien, 2-1. Vous savez, c'est la culture générale du football béninois qui est ainsi. Vous savez, ces dernières années, lorsqu'on fait le bilan des meilleurs buteurs du championnat, vous ne voyez que des étrangers. L'année dernière, c'était un étranger, Moussa Kosso Traoré, qui est un Guinéen, qui était meilleur buteur. L'année d'avant, c'était un Burkinabé, Razak Benin, qui était le joueur de Coton FC de Ouida, qui était meilleur buteur. Donc, pour dire que dans notre culture au Bénin, on n'a pas la culture des attaquants buteurs, je veux dire. On a des attaquants, mais on n'a pas de buteurs, c'est différent. Vous voyez, donc, des joueurs qui ne savent pas marquer. Donc, moi, je préconise même qu'on ait, pourquoi pas, une école spécifique pour la formation des attaquants. Parce que là, généralement, on a souvent des attaquants. Vous allez voir que dans la plupart des équipes, pour pallier à ce déficit d'attaquants, on est obligé d'aller à l'étranger. C'est au Nigeria, c'est au Ghana, au Sénégal, au Mali. On fait recours aux pays voisins pour avoir ces oiseaux rares là. Parce qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est ça, le buteur. Quand vous ne marquez pas, vous n'allez pas gagner le match. Donc du coup, vous savez, le Bénin a vraiment ce problème depuis des années et ce problème ne finit jamais. C'est vrai, pour la phase aller, les joueurs, les buteurs béninois sont en tête d'affiche. On a parlé de Moussa tout à l'heure. On a parlé de Hospice Ahomadebe qui est transféré du côté de Loto Popo. Ces joueurs-là, ils nous ont émus. Voilà, en parlant de Loto Popo, pour finir le débriefing, dites-moi, qu'est-ce qui ne marche pas avec cette équipe? Loto Popo, malgré les recrutements, malgré le changement à la tête de l'équipe, malgré tout ce qui se passe, malgré le financement, Loto Popo est 11e aujourd'hui. Le Loto Popo est plutôt dans la zone verte parce qu'ils ont fini, je crois, 9e dans la zone et ils ont encore gagné. Donc, ils ont accroché de peu cette place quand même dans la zone verte. Je pense que du côté de Loto Popo, depuis 2 saisons, c'est surtout ce manque de constance. On en parle chaque fois au niveau de l'effectif d'abord, qui est remanié assez régulièrement. Ça ne permet pas d'avoir une colonne vertébrale sur place. Vous avez vu notamment ces 3 dernières saisons, si Coton a été champion du Bénin, ce n'est pas miracle. C'est parce qu'à un moment donné, il y a cet effectif quand même qui est resté, même si à chaque fois on essaie quand même d'apporter comme ça de nouvelles têtes qui, pendant les compétitions continentales, ne répondent pas, ne comptent pas les attentes. Mais le moteur est toujours sur place, le moteur est toujours en place et quand c'est comme ça, forcément, c'est plus facile à jouer, c'est plus facile à gérer, surtout quand l'entraîneur est toujours le même, les hommes sont toujours les mêmes. Donc il y a ces cadres qui aident, qui facilitent la chose. Aujourd'hui, du côté de Loto Popo, pratiquement tout le monde est parti. Pourtant, c'est une équipe qui joue bien. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus facile parce qu'il y a un entraîneur qui débarque. C'est un Sénégalais. C'est sa première expérience, je crois, au Bénin, champion du Sénégal la saison dernière. Il débarque avec ses hommes, avec ses éléments, avec ses moyens, même au niveau du staff technique. Donc il est arrivé pratiquement avec tout. Donc c'est à lui maintenant de nous asseoir une équipe de Loto Popo vraiment compétitive, une équipe de Loto Popo qui retrouve
sa façon de rêver, sa façon de jouer et surtout qu'il retrouve sa place dans la cour des grands en parlant du championnat béninois. Pour l'instant, on en est encore loin parce que c'est très poussif en termes de résultats, en termes de performance, quand vous avez des moyens comme ça et surtout des dirigeants aussi ambitieux. Gaston Zossou, c'est l'un des responsables aujourd'hui qui vraiment rêve grand pour son club. Donc quand vous avez des dirigeants comme ça, je pense qu'il faut mieux faire. On va espérer pouvoir, notamment si après cette victoire aussi dans le derby du Mono face à l'équipe de Audio, ils vont aussi là pouvoir enchaîner, ils vont recevoir l'équipe de Béké le week-end prochain. Là aussi un grand match pour eux, ils avaient fait 0-0 au match aller. On espère tout simplement que là aussi on puisse retrouver les bonnes aptitudes du côté de l'Autopopo pour nous offrir un meilleur Merci champion. à vous, Aliou Touné, merci Adamou. Alassane, on va revenir sur cette 18e journée, mais à présent, marquons une pause pour suivre la réaction des supporters à travers les cartons colorés. Ce soir, le match était bon, les deux équipes ont bien joué, mais malheureusement, on a perdu les 3 points. Selon moi, le match s'est bien déroulé, Abeille a bien joué, ils ont eu des occasions, mais la finition, non, ils n'ont pas pu concrétiser les occasions. Bon, moi, j'ai trop aimé le jeu de M. Karim, le numéro 28. Vraiment, le match, je n'étais pas du tout content, du tout content. Ils m'ont décroyé. Je n'attendais pas à ça. On devait même discuter. On devait batailler les points. Même si on n'a pas gagné, on devait batailler les points ici. Le capitaine d'Abeille et puis le numéro 15 d'Abeille, le défenseur, ils ont présenté un bon match ce soir. Ils ont donné la force pour l'équipe. Bon, selon moi, c'est le numéro 15, le latéral droit d'Abeille. Je lui donne un carton vert parce que, selon moi, c'est lui qui fait le jeu. C'est le côté qui a le plus joué. Et on a remarqué que c'est lui qui fait les centres, seulement que nos attaquants ne sont pas au top, au niveau pour pouvoir marquer. Mon joueur préféré sur le terrain, c'est le défenseur central. Je préfère lui donner le carton vert parce qu'il a bien mérité, il a de l'expérience, il a de maîtrise, il réceptionne le balle correctement, il fait des passes précises. Et il était vigilant sur les jeux. Il donne un carton à toute l'équipe Abeille. C'est le capitaine d'Abeille. Le 10, le numéro 10. Donc il a bien joué. Retour au plateau, chers intervenants, vous venez de voir la réaction des supporters, de suivre la réaction des supporters à travers les cartons colorés. Alors je commence à vous. Non, j'avais commencé plutôt avec vous, Aliou Touné, je suis avec vous, Alassane Adamou. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de ces supporters d'Abeille FC? Oui, ça sent que ces supporters-là, franchement, viennent au stade, supportent. Vous savez, Tchao, particulièrement, surtout sur ce match-là, Abeille-Béké, Tchao, vous savez, il n'y avait pas une équipe dans le championnat. C'est tout bénef de savoir que désormais, il y a une équipe qui est basée à Tchao, grâce au président Laurent Nyansounou, qui a su mettre cette équipe de ABFC, qui l'a délocalisé de Barakou pour l'autre côté de Tchao là-bas. Donc ça a permis aux supporters. On sait que Tchao également, c'est une ville qui aime le football, qui respire le football. On sentait un vide, c'est un vide qui a été comblé. Et à travers leur réaction, vous sentez véritablement qu'ils suivent avec passion leur équipe de ABFC, puisque c'est désormais leur équipe. Ils s'identifient à travers l'équipe de ABFC et ils savent analyser le match. J'ai également constaté un changement dans le gardien, ça allait dans tous les sens. Hein. Voilà, il y a des animations. Les fanfaristes. Voilà, il y a des animations, tout ça, ils viennent, ils encouragent, ils applaudissent. Parfois même ils critiquent, parce que vous savez, c'est aussi... ça fait partie du football. Des entraîneurs dans les gradins aussi qui poussent autrement leur équipe. Donc il y en a qui ont même décerné un carton vert à leur défenseur, Cadet, qui a fait un très beau match. Cadet que moi je connais, qui fut un international à la U20, qui était de l'expédition de la dernière CAN U20 que le Bénin a disputé, où le Bénin était même en finale ou demi-finale, je crois. En tout cas, finale ou demi-finale, sous la houlette de Mathias Deguenon. Voilà, donc il ne me surprend pas, Cadet, cette saison, il a été transféré d'Amis FC, où il y avait, voilà, malheureusement, il y avait une rude concurrence, et il a été à Abeille. Abeille, il s'est imposé
comme franchement le socle défensif de cette équipe de ABFC. Et ça justifie que les supporters lui ont décerné ce carton-là. C'est là pour que les supporters suivent. Ils ne se déplacent pas forcément pour venir voir les buts, mais ils se déplacent pour venir voir des beaux gestes défensifs aussi dans les différents matchs. Et toujours dans ce match, un match dans lequel les supporters décèdent un carton vert en tant que, disons, si je peux le dire ainsi, homme du match pour un défenseur central. Et pendant qu'il y a des attaquants, l'équipe de Abeille a également fait des recrutements. Ils ont fait des recrutements au milieu du terrain, en attaque, mais ça n'a pas marché pour ce match. Malgré que cette équipe a très bien joué, le verdict du match a été décidé sur les détails. Ouais, je pense que c'est une équipe qui, lorsque vous la suivez, moi j'ai une équipe que je suis depuis la saison dernière, parce qu'on a eu la chance de couvrir quelques-uns de leurs matchs. Je pense que ça joue. Même avant le changement de l'entraîneur, il y avait d'abord un Malien qui était là en premier temps. Il a fait un travail exceptionnel avec des joueurs vraiment très intéressants, et notamment le génial numéro 10 qui est vraiment exceptionnel en termes balle au pied. C'est Augustine Abem, c'est vraiment un jeu assez intéressant. Et il y a eu cette fois-ci le changement. D'abord l'entraîneur est parti, on a maintenu notamment Fassinou qui est resté quelques journées. Après, c'est Adam Taïrou qui est revenu aujourd'hui en tant que patron, et on sait que lui-même il maîtrise le football béninois, parce que on l'a vu à plusieurs reprises du côté des Buffles du Borgo et du côté de Dynamo de Parakou. Donc c'est un monsieur qui connaît le championnat béninois, qui maîtrise surtout le président d'Abeille FC, qu'il a collaboré, qu'il a côtoyé du côté des Buffles du Borgo. Donc aujourd'hui, il est en train d'asseoir petitement son équipe. Pour l'instant, ça ne prend pas encore, et ce n'est pas non plus facile pour lui, parce que là aussi, il fallait faire un recrutement. Il est arrivé en pleine saison, ce n'était pas son effectif. Donc il a profité de la trêve pour faire quelques recrues, notamment, vous avez parlé de Kader, l'excellent défenseur de Damissa, qui est aujourd'hui du côté d'Abeille. Il y a eu également l'autre joueur qui est venu notamment de la jeunesse sportive de Ouida, Youssouf Barret, pardon, oui, qui est arrivé aussi pour renforcer l'effectif. Je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique. Maintenant, dans les gradins, c'est assez intéressant, parce que vous savez, du côté de Tchaourou, non seulement ils sont contents d'avoir une équipe désormais, mais il y a ce côté notamment la plaisanterie apparentée, comme on le dit, entre Bariba et Nago, et ça s'anime, ça se chamaille beaucoup. Voilà, le président qui est Bariba, les supporters qui sont Nago, et ça se tire beaucoup. Ça, c'est vraiment ce côté aussi. Les esclaves de Nago. Donc c'est vraiment ce côté aussi qu'on essaie de mettre en avant du côté de Tchaourou à travers l'équipe d'Abeille. Et j'adore. J'aime beaucoup ce côté, parce que ça va au-delà du football. Ça permet notamment d'enraciner davantage l'équipe. Ça permet d'enraciner davantage cet héritage entre les deux peuples, et surtout permettre notamment enfin à cette grande commune quand même du Bénin. Cet héritage entre les deux peuples. Autre chose lors de cette 18e journée, c'est la présence de Moussa Latondi, le coach, si je peux le dire, à la tête de l'équipe locale du Bénin. Il était le samedi sur le derby. Sur le derby, voilà, sur le derby du Nord. Ouais. Il a été également à Tchaourou pour le match de Beki FC et de Abeille FC. Vous savez, Moussa Latondi, c'est l'adjoint du sélectionneur principal de l'équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr. Donc en ce moment, Gernot Rohr qui est en supervision un peu partout en Europe, dans les stades européens, pour scruter et voir s'il peut trouver quelques joueurs, quelques binationaux béninois performants dans leur club pour les attirer. Et pendant ce temps, son adjoint, lui, qui est un béninois, voilà, donc lui il est sur place pour faire une tournée là. On l'a vu sur le derby face entre Buffles et Panthère, où il a suivi, je l'ai vu à plusieurs reprises noter, certainement il a eu à cocher. Il notait également. Voilà, donc certainement qu'il a eu à cocher des noms intéressants, des joueurs parce que dans quelques semaines, déjà, c'est déjà les éliminatoires, la suite en tout cas des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a l'Afrique du Sud à affronter, il y a le Zimbabwe à affronter, 2 matchs cruciaux qu'il faut véritablement, où il faut gagner pour la suite. Le Bénin occupe la troisième place. Hein. Et dans un classement très serré, et il faut vraiment gagner si on rêve grand, parce que Gernot l'a dit, l'ambition c'est que le Bénin puisse participer à sa première Coupe du Monde. Et ça passe, c'est difficile, le chemin qui mène vers la Coupe du Monde est vraiment un chemin périlleux. C'est vrai que désormais, l'Afrique a 9 places, plus 1 probablement en cas de qualification de l'équipe barragiste, l'équipe africaine qui sera barragiste. Donc il y a plus de places désormais, donc on peut être plus ambitieux. Avant c'était 5 places, c'était difficile, c'était les mêmes pays,
les plus gros du continent, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, qu'on retrouvait chaque fois à la Coupe du Monde. Maintenant qu'il y a plus de place, le Bénin peut également rêver et ça passe par ces matchs-là. Et du coup, il faut un bon mariage entre les joueurs internationaux qui évoluent à l'international, à l'étranger, et ces joueurs locaux béninois, parce que c'est quand même la phase retour du championnat. Ça veut dire que la plupart des joueurs ont déjà eu plus de 17 matchs dans les jambes. Et il y a des joueurs locaux qui sont très intéressants, qui peuvent quand même étoffer également l'effectif de l'équipe lors du prochain regroupement en mars prochain, qui arrive très vite. C'est dans quelques semaines déjà, la liste sera publiée. Pourquoi pas, on peut retrouver une demi-dizaine de joueurs dans le championnat béninois qui peuvent vraiment faire partie de cette liste-là, des joueurs performants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a actuellement que des joueurs béninois sont en train de marquer des buts. Moussa, on a parlé de Moussa Maïarou qui est buteur, et d'autres joueurs aussi qui sont en train certainement, qui sont dans l'œil du sélectionneur Guérin Roy et de son adjoint Moussa Latongi. Donc j'avoue que c'est vraiment une très bonne chose. Ailleurs, dans d'autres pays africains comme le Rwanda, l'Éthiopie, l'équipe nationale s'appuie d'abord sur l'ossature locale, avant de commencer par voir 5 ou quelques joueurs étrangers pour étoffer. Hein. Voilà, donc nous aussi, c'est vrai que pour l'instant, notre manière de fonctionner, c'est d'abord les joueurs internationaux, et puis on voit d'abord les joueurs locaux, les plus performants du moment, les joueurs les plus en forme du moment, pour renforcer l'équipe. Pourquoi pas, moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'on puisse encore voir des joueurs, de nouveaux joueurs, dans le championnat béninois actuel, figurer sur la liste, voilà, figurer sur la liste, sur la prochaine liste de Guérin Roy. On a vu les supporters ont donné leur avis, pour eux, ils ont donné les joueurs, pour eux, le défenseur numéro 15 de Abeille FC. Mais vous, Aliou Toundé, jusqu'à présent, dites-moi, quels sont les joueurs que vous considérez comme performants dans ce championnat? Jusque-là. Non, mais forcément, quand on parle de joueurs performants, on passe d'abord par les chiffres. Et les chiffres sont pour l'instant en faveur notamment de Moussa Maïarou des Panthères de Djougou, 11 buts en 16 matchs de championnat, c'est historique. Donc on attend tous de savoir si enfin il va pouvoir honorer une place avec les Guépards du Bénin. Bon, après il y a forcément, c'est quelle équipe qui a la meilleure défense du championnat? Parce que moi, les Buffles du Borgo, je ne vais pas choisir, je ne vais pas prendre Nabil, ne me dites pas de dire ça date, mais forcément, quand vous avez une équipe qui dispose de la meilleure défense comme ça veut dire qu'au niveau de cette équipe, il y a des joueurs qui défensivement arrivent quand même à tenir bon. Il y en a, c'est pareil également du côté de la JSP, qui a d'ailleurs, s'il vous plaît, été la meilleure défense, toute zone confondue, parce que c'était 6 buts. Donc cette fois-ci, ils ont encaissé, je crois qu'ils ont été battus lors de la reprise. Donc ça fait désormais 8 buts. Tout comme les Buffles de Borgo, donc ça va se jouer certainement entre ces deux côtés. Mais dans l'esprit de beaucoup de Béninois, dans l'esprit aussi du sélectionneur adjoint Moussa Latongi, le coach avait l'habitude notamment d'appeler certains joueurs. Ça va être forcément l'occasion de voir l'attitude de ces joueurs-là. Par exemple, le capitaine de Coton, Bachirou Suleiman Sika, était récemment en regroupement avec l'équipe. Donc il aura l'occasion sans doute de le voir peut-être le week-end prochain et tout, pour voir comment il se sent désormais, parce qu'après le retour de la sélection, il avait eu quelques bobos, donc il n'avait pas pu reprendre pour le regroupement qui avait suivi et tout. Donc il y a de ces joueurs franchement qui essayent d'émerveiller, mais en termes de chiffres, s'il y a un nom aujourd'hui qui se refuse toutes les lèvres, c'est forcément Moussa Maïarou. Après, si vous voulez quelques noms pêle-mêle comme ça, je vous parlerai peut-être de Feliciano Moncho de Dadia FC par exemple, vice-capitaine de cette équipe, vice-championne aussi du Bénin en titre, qui joue pratiquement tous les matchs. Il a joué pratiquement tous les matchs de la phase aller. Il était encore titulaire. C'est le joueur de Dadia qui a été le plus médiatisé, si on peut le dire. Oui, c'est parce que justement, à juste titre, parce qu'il se comporte bien, il joue bien. C'est un joueur à vocation défensive, mais qui arrive comme ça à enchaîner les 17 matchs consécutifs. Ça veut dire qu'il n'a pas manqué le moindre match, presque. C'est important de le souligner, cette régularité-là, cette constance, et son comportement aussi. Et il a un profil qui est assez intéressant. C'est un latéral qui se comporte bien. Peut-être on en a forcément besoin du côté des Guépards du Bénin en ce moment, où voilà, Rachid Moumouni, de temps en temps, peut ne pas être au mieux de sa forme. Si on peut, il peut se dire qu'attention, dans ce même championnat, il y a encore de nouveaux visages qui peuvent venir bousculer un peu la hiérarchie. Sans oublier Junior Laïtan également. Voilà, il a aussi pris par le championnat. Donc je me dis, attention, il y a quand même des joueurs, si
Moussa Latouji, bon, il ne va pas forcément tout prendre pour l'équipe A. Il y a aussi, Alassane l'a rappelé, le sélectionneur de l'équipe locale. Donc, c'est des noms qui va cocher certainement pour d'éventuels prochains regroupements, d'éventuelles compétitions pour l'équipe locale. C'est important parce que c'est l'antichambre aussi de l'équipe A. Je vais revenir à vous, mais une dernière question pour finir cette rubrique. Alassane, dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas changer les mentalités, choisir un joueur ici, choisir un joueur de l'autre côté, choisir un joueur, est-ce qu'il ne faut pas déplacer, si possible, tout un milieu du terrain, toute une attaque ou la défense pour l'équipe nationale, quoi. On déplace tout le milieu d'une équipe de championnat. Non, par exemple, l'équipe de Buffle FC, il faut déplacer puisqu'ils ont enchaîné les matchs ensemble. Non, je comprends l'esprit de votre question, mais vous savez, je vous donne un exemple. L'équipe espagnole qui a été champion du monde en 2010, c'est quasiment plus de 75% Barcelone, de l'équipe barcelonaise, avec un milieu barcelonais, Busquets, Xavi, Iniesta. Je comprends votre question, mais... Vous oubliez qu'il y avait Xavi Alonso également du côté du Real. Absolument. Quand vous prenez une équipe de l'Égypte qui s'appuie d'abord sur l'équipe locale, Al-Ahly, c'est Al-Ahly qui est l'épouvantail du continent africain. D'abord de l'Égypte et puis du continent africain, qui domine tout sur son passage. Donc le sélectionneur est obligé de s'appuyer sur cette valeur-là. Mais quand vous voyez l'échelle, je ne sais pas pour dénigrer le niveau du championnat béninois, mais notre niveau du championnat n'a pas encore atteint cette étape où on peut déjà se dire que voilà, une équipe domine déjà tout au point de prendre déjà, encore que quand vous prenez nos équipes, c'est constitué souvent des étrangers. C'est des étrangers. Vous allez voir par exemple une équipe de Buffle, par exemple, vous allez voir le milieu de terrain, vous allez voir peut-être un Béninois ou deux Béninois, et puis les autres c'est des étrangers. Donc c'est difficile pour l'entraîneur de faire cette composition-là, de prendre forcément l'équipe, le milieu de terrain des Buffles du Borgou pour aller constituer son équipe. Ce sera vraiment difficile. Pour enchérir Alassane, je ne vois pas comment est-ce que le sélectionneur Gernot Rohr viendra chercher le duo Nabil Sadat pour aller déloger, comment il s'appelle, Cédric Montodi, Tidjani Mohamed de la sélection, qui sont aussi sur une très bonne dynamique. Ils sont en train de revenir. C'est des joueurs qui sont déjà habitués d'abord, alors que Sadat entre griffes. Peut-être qu'on va préparer la relève, peut-être en les appelant, en les invitant dans la cour des grands, dans cette chambre-là, pour qu'ils essaient notamment d'apprendre aux côtés de Mohamed Tidjani, de Cédric Montodi, d'Olivier Verdon et tout. C'est important d'abord parce que Sadat, c'est un très jeune... Oui, c'est important d'apprendre. On va essouffler un peu et on marque également une seconde pause pour suivre les immanquables dans les stades.
retour au plateau, chers intervenants, vous avez également suivi les immanquables du stade. Bon, cette fois-ci, je suis avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais de très belles images du championnat, c'est souvent bon de montrer. Ouais, ça reflète le championnat, c'est très bon de remettre sur place ces genres d'images, notamment pour montrer qu'au-delà de ce que les joueurs sont sur l'aire de jeu, beaucoup de choses encore peuvent échapper, notamment aux amis, aux observateurs et à ceux qui même sont au stade et qui ne peuvent même pas faire attention à ces genres de... C'est pas que sur la pelouse. C'est pas que sur la pelouse. Donc il y a eu cette ambiance dans les gradins du côté de Tchaourou. Il y a eu notamment cette attitude aussi des joueurs d'abeilles que je comprends parce qu'il n'y avait pas un membre du staff par exemple pour encadrer. Donc chacun allait s'échauffer à sa façon. Et il y a l'autre image qui me touche particulièrement où je vois notamment le staff et certains joueurs même du banc de touche de l'équipe de Cavaliers de Niki en pleine séance de prière. C'est quelque chose que j'ai vu notamment du côté de l'Arabie Saoudite en plein match où il y avait Cristiano Ronaldo, Sadio Mané. Dès qu'ils apprennent l'appel à la prière, tout le monde déserte le stade et c'est quelque chose d'assez marquant. On aime le football, mais c'est Dieu dans c'est la spiritualité. Didi dans le cœur. Non, mais ça ne s'explique pas en fait, c'est plus fort, c'est plus grand, c'est assez exceptionnel. De toutes les façons, du moment où ça n'entrave pas au bon déroulement du match, du moment où ça n'empêche pas en tout cas que les choses se passent de la meilleure des façons sur l'aire de jeu, allez, tant mieux. Belles images. D'accord. Alassane, qu'est-ce que vous en pensez de ces images? Déjà, je salue cette formidable idée de l'équipe de Esaïe TV parce que là, on n'était pas habitué, en tout cas dans notre contexte béninois où c'est vraiment compliqué. C'est une idée originale qu'il faut saluer. Des insolites, des faits du match qui se déroulent hors de la pelouse parce que tout le monde est souvent focalisé d'abord sur la pelouse pour tout ce qui se passe, mais parfois on oublie ce qui se passe autour de la chose, de la passion. Il y a un mariage, vous l'avez dit, le mariage entre la religion, bien qu'on soit au stade, bien qu'on soit là avec le cœur pour soutenir son équipe, on a également le cœur vers son Dieu et faire des prières comme quoi le football c'est universel, on peut le faire en faisant d'autres choses à côté. Il y en a, vous voyez, quand vous suivez des matchs en Europe, des familles qui se déplacent, qui viennent, qui prennent de la bière ensemble, des rencontres qui se font. Moi, je pense que c'est ça qui fait même le charme du football. Il n'y a pas que ce que nous voyons, des beaux buts que nous voyons, des belles actions défensives, des dribbles que nous voyons. Non, il y a beaucoup de choses autour de la chose. C'est vrai que dans les images, il y a beaucoup de choses aussi qui ternissent l'image de notre championnat. Mais c'est aussi bien, cela permet également aux dirigeants de savoir que voilà, il y a des choses à corriger, notamment au niveau de la sécurité. Il faut que la sécurité, par exemple, vienne. Il y a des matchs qui ont été retardés à cause de l'arrivée tardive des forces de l'ordre. Alors qu'on sait qu'un match... Le problème à Kandi ou à Wessé avec voilà. les forces de l'ordre qui sont venues en retard. On sait pertinemment que dans le règlement du championnat, un match ne peut être démarré sans l'arrivée des forces de l'ordre, sans l'arrivée des sapeurs-pompiers. Parce que là, c'est indispensable pour un match. On sait que ça peut péter, ça peut dérailler tout de suite. Et donc, il faut forcément... C'est du côté de Djougou. Absolument. Donc, souvent, ce n'est pas forcément aussi la faute aux forces de l'ordre. Peut-être que normalement, c'est à l'équipe qui reçoit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait à chaque fois, notamment, cette présence des forces de l'ordre au stade. Donc, si parfois ça ne répond pas ou bien ça ne vient pas à temps, c'est pas toujours la faute aux forces de l'ordre. Il y a peut-être d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas et tout. Mais quand il n'arrive pas à temps, il y a forcément une sanction. Et la sanction est toujours orientée vers l'équipe qui reçoit. Oui, et des images, moi je pense que c'est vraiment bien ce que vous faites pour encore davantage saluer votre travail au niveau des Haïti. Je dirais que ça permet aux dirigeants de la Fédération, la Ligue du football professionnel de corriger les imperfections. On en a besoin, ça ne finit jamais. Même les plus grands championnats en Europe, il y a toutes les imperfections. Cette semaine, n'oublions pas, il y a eu l'arbitrage au niveau de l'Espagne a été décrié. Donc il y a toujours des imperfections dans le football, mais c'est à force de voir des images, à force de voir les imperfections qu'on les corrige. Vous avez vu au niveau du stade, de Tchaourou, il n'y a pas encore, sauf à il n'y a pas encore de grille. Il n'y a pas, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux que dans un stade qui n'y ait pas de grille de sécurité, c'est d'abord ça. Qu'une code. Non, je pense que ce n'est pas sécurisant. Il faut que dans un stade d'abord, qu'on ait une grille de sécurité parce qu'en cas de dérapage, il faut d'abord protéger les acteurs qui sont les footballeurs et puis les arbitres avant tout. Merci à vous, Adamou. Merci. Ali Outoundé, voilà. Ali Outoundé Adamou Alassane. Merci à vous d'avoir honoré le message, d'avoir pris part à ce plateau, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci à vous. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Foot Côté Jardin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À la prochaine pour un nouveau numéro.